Merci beaucoup, Dr Ghrairi. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie de participer au congrès organisé par l'Association franco-tunisienne de pneumologie Latu-Forcal. C'est toujours un réel plaisir. Je tiens vraiment à féliciter le comité d'organisation pour cette excellente organisation. Et ma présentation porte sur la stratégie de suivi des patients atteints de SAOS sous PPC, comment on va optimiser leur prise en charge. Je n'ai pas de lien d'intérêt direct avec ma présentation. Alors, le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive de sommeil est une pathologie qui est fréquente. Les chiffres de prévalence de 2% chez les femmes et 4% chez les hommes restent largement sous-estimés. C'est une pathologie qui n'a pas d'âge, mais la fréquence augmente avec l'âge et de mécanismes complexes et multifactoriels. C'est un vrai enjeu sanitaire et économique avec une lourde morbimortalité et une perturbation majeure de la qualité de vie. Ainsi, le SAOS est un problème majeur de santé publique, d'où l'importance de faire le diagnostic le plus précocement possible et donc instaurer une prise en charge rapide. Et surtout, cette prise en charge doit être adaptée et personnalisée en tenant compte des particularités liées à l'âge, mais également du mécanisme sous-jacent. Alors, le traitement par pression positive continue, c'est le traitement de référence des formes modérées à sévères du SAOS. C'est quoi le principe? C'est maintenir ouvertes les voies aériennes supérieures, et ceci en insufflant une pression de manière continue au niveau des voies aériennes supérieures via une interface. Alors, l'efficacité de la PPC en matière de syndrome d'apnée de sommeil n'est plus à démontrer actuellement avec une efficacité immédiate sur les symptômes de la maladie, sur la disparition des événements respiratoires, et également une efficacité à long terme sur l'amélioration de la vigilance, sur la qualité de sommeil, sur la qualité de vie, l'activité socio-professionnelle, et également sur les complications cardiovasculaires et la mortalité, bien que ça reste un sujet débattu. Toutefois, cette efficacité est dose-dépendante. Il y a une corrélation entre l'impact de la PPC sur les symptômes, sur la mortalité, sur les complications et la durée d'utilisation par nuit et de façon journalière. Toutefois, cette adhérence constitue un défi majeur pour nous, cliniciens. Et dans cette étude très intéressante, étude française Alaska observationnelle sur 500 000 patients, vous voyez qu'un patient sur 3 abandonne leur CPAP à 1 an et un patient sur 2 l'abandonne à 3 ans. En Tunisie, les chiffres malheureusement sont encore plus inquiétants puisque l'étude de Dr Abdelghni en 2016 a montré que la moitié de nos apnéiques abandonnent leur CPAP à 1 an et les 2/3 à 3 ans. Pourquoi cette non-observance? Certes, c'est un traitement contraignant. Moi, je dis toujours à mes patients, c'est une 3e personne dans la chambre. Ça génère quand même des effets indésirables, un bruit, des fuites. Et puis, il y a des particularités psychologiques des patients, des personnes claustrophobes qui ne peuvent pas tolérer un masque sur le visage. L'absence de partenaire a été rapportée comme une cause de non-observance. Mais je dirais également la présence du partenaire constitue des fois une cause de non-observance. Il est gêné par les fuites intentionnelles et le bruit de la CPAP. Et puis, il y a des modifications, des problèmes liés à la forme du nez, des petits nez, avec une mauvaise adaptation du masque, un problème de polypose nasale associé qui fait que les résistances au niveau des voies aériennes supérieures sont élevées. Les patients insomniaques vont être sûrement non observants, et puis des comorbidités associées. Un sujet qui a un adénome de la prostate qui est obligé de se lever plusieurs fois la nuit, va sûrement être non observant. Tout l'intérêt d'avoir vraiment une approche pratique, stratégique de ce suivi pour en fait surmonter tous ces défis du suivi. Alors, qui sont les intervenants? Tout le monde. Donc, le médecin prescripteur, le médecin traitant, même le prestataire de service au moment de l'installation de l'appareil, pour la maintenance de l'appareil, pour le contrôle technique. Ici, en fait, c'est l'intermédiaire. Le patient, il est chez lui, le médecin sur le lieu de travail. Et il ne faut pas oublier, comme intervenant, le patient lui-même et l'entourage du patient. Il y a des enfants apnéiques, il y a des sujets âgés apnéiques, et l'entourage ici occupe un rôle très important.
Et donc, le suivi d'un malade sous PPC doit répondre à un calendrier bien déterminé et tout commence par l'éducation. C'est une recommandation de haut niveau d'évidence, grade A. Donc, cette éducation doit être faite par tout le monde, le médecin prescripteur, le médecin traitant, le prestataire de service. Et elle doit porter sur la description de l'appareil, le principe, le mode de fonctionnement de cet appareil, la nécessité de fermer la bouche au cours de l'utilisation pour les malades sous masque nasal, l'utilisation régulière, y compris pendant les siestes, la place de la CPAP dans la vie quotidienne du patient apnéique et l'entretien de l'appareil très important. Tout ceci va améliorer l'acceptabilité du traitement. Après l'étape de la prescription de l'appareil, la période de titration et la période de la prescription du traitement au long cours avec le réglage des pressions. En fait, le premier mois, voire je dirais les 3 premiers mois, c'est très déterminant pour l'observance au long cours de la PPC. Ça a été dit par les recommandations françaises en 2010 et les recommandations de la STMRA en 2014. Il faut un rythme de suivi bien défini à 1 mois après la titration, un contrôle à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois et après tous les ans, bien sûr, et au besoin, bien sûr, on peut être amené à revoir le malade en dehors de ces dates bien précises. Quels sont les objectifs du suivi? 1. La tolérance. 2. L'observance. 3. L'efficacité. Le suivi du matériel est très important. Un matériel bien entretenu va permettre une meilleure tolérance. Et qui dit meilleure tolérance, dit meilleure observance. Qui dit meilleure observance, dit meilleure efficacité. Comment on va faire le suivi? La clinique, le rapport de machine, 2 éléments importants pour évaluer la tolérance, l'observance, l'efficacité. En plus de ça, pour évaluer l'efficacité, il y a le suivi des comorbidités liées au SAS. Et surtout, on ne va pas réaliser des polygraphies ni des polysomnos de façon systématique chez des malades sous PPC. Alors, l'évaluation de la tolérance, elle est avant tout clinique. Et là, on va se référer aux patients et également le conjoint lorsqu'il est là. Souvent, il s'agit d'effets secondaires mineurs qui sont précoces et qui peuvent disparaître rapidement, mais c'est très important de d'anticiper ces effets indésirables, de les détecter rapidement, de les corriger pour ne pas empiéter sur l'observance. Et le principal effet indésirable qu'on peut observer, c'est la sécheresse nasobuccale, l'obstruction nasale et la rhinorrhée sous PPC. Souvent, ils sont liés à cette rhinitite pressionnelle avec une hypertrophie des cornées inférieures qui fait que ces malades ont une augmentation des résistances au niveau des voies aériennes supérieures, ce qui va amener à augmenter encore la PPC efficace, ce qui diminue également l'observance et la tolérance. Et puis, ça va induire une respiration buccale qui ne fait que aggraver cette sécheresse nasobuccale et tout ceci va bien sûr limiter l'observance. C'est pour cela que lorsqu'on a ces effets indésirables, qu'il faut aller chercher, poser des questions aux patients avant qu'ils les rapportent lui spontanément. Et donc, si on a ces effets-là, il faut chercher tout d'abord s'il y a des fuites importantes qui peuvent expliquer cet effet secondaire. Il suffit d'adapter le masque, donc de lutter contre ces fuites pour que le problème se résolu. Sinon, on peut prescrire une humidification, un humidificateur chauffant, et l'idéal associer l'humidificateur chauffant avec un circuit chauffant pour éviter la condensation de l'air dans le tuyau et au niveau du masque. Sinon, on peut être amené à donner un corticoïde par voie nasale et des fois un arrêt transitoire de la PPC. Et puis, si le malade est gêné par une rhinorrhée importante, on peut prescrire un anticholinergique. Il ne faut pas hésiter à demander un avis spécialisé d'un confrère ORL et parfois, on peut faire même une chirurgie sur les cornées inférieures si vraiment il y a une hypertrophie importante qu'il faut aller opérer. Et le message ici, il ne faut pas lorsqu'on a une obstruction nasale ou lorsqu'il y a une sécheresse nasobuccale qui apparaît sous PPC, ne pas aller directement et proposer un masque nasobuccal parce que lui-même aurait des effets indésirables et je vais y revenir tout à l'heure. Alors également, comme complication qu'on peut observer, c'est les blessures de l'arrêt du nez. Et là, parce que c'est des masques soit trop serrés, les malades veulent bien faire les choses et donc ils serrent beaucoup le masque. On peut switcher transitoirement par un masque narinaire. Les malades claustrophobes également, on peut donner un masque narinaire. Et puis les malades qui vont se plaindre des rougeurs importantes et une irritation des yeux à cause des fuites, là, il faut adapter le masque. C'est pour cela, à chaque consultation, le malade doit ramener sa CPAP complète avec le masque pour vérifier tout ça.
Et puis, les malades qui se plaignent d'une aérophagie, d'une aérocolie, d'une mauvaise tolérance de la pression au moment de l'expiration. Souvent, il s'agit des malades avec des pressions élevées. Et là, un appareil autopiloté pourrait lutter contre cet effet indésirable. Des malades peuvent se plaindre d'effets fréquents à cause, et souvent, on a un terrain psychologique sous-jacent. Là, on peut proposer une thérapie cognitivo-comportementale. Il faut comprendre les patients quand même. Ils vont dormir avec un appareil, c'est pas accepté par tout le monde. Et puis, malgré le développement technologique des appareils PPC, peuvent générer quand même un bruit. Et là, si les malades ou le conjoint il est gêné, on peut leur proposer de le mettre sur le sol. Alors après, il faut regarder pour évaluer la tolérance le rapport PPC. Et ce qu'il faut regarder, c'est les fuites. C'est la première chose à voir sur un rapport PPC. Et on peut avoir des fuites qui sont continues et qu'il n'y a pas de retour à la ligne de base. Et là, ce sont des fuites liées soit à un problème d'adaptation du masque, soit parce qu'il y a un circuit qui est défectueux, ou bien des fuites qui sont élevées en bas et avec un retour, vous voyez, intermittent à la ligne de base, c'est les fuites par ouverture buccale. Donc, lorsqu'on va analyser un rapport d'observance, vous voyez en bas, il faut regarder les fuites médianes qui doivent être inférieures à 12 litres minute et les fuites 95e qui témoignent des fuites importantes doivent être inférieures à 24 litres par minute avec un pourcentage des fuites élevé inférieur à 10%. Alors des fois, on a un écart important entre les fuites médianes qui peuvent être normales, comme le cas chez ce patient-là, et les fuites au 95e qui sont élevées. Là, si on a cet écart entre ces deux types de fuites, il faut craindre donc des fuites d'ordre buccal et donc il faut aller voir pourquoi et résoudre le problème. Si on a des fuites médianes qui sont élevées, là, il faut suspecter des fuites liées à un problème de position du masque ou bien parce que la taille du masque n'est pas adaptée au nez du patient ou parce que le circuit il est défectueux. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que le patient ramène son appareil avec lui à chaque rendez-vous. Pourquoi c'est important de détecter ces fuites? Parce que si on a des fuites, c'est inutile d'aller regarder l'index d'apnée-hypopnée résiduelle, il est ininterprétable parce qu'il y aura une mauvaise détection des événements. Deux, parce que si on a des fuites, le niveau réel de la PPC efficace au niveau des voies aériennes supérieures va être inférieur à celui mis sur l'appareil et donc ça ne va pas être efficace. Trois, parce qu'il va y avoir une variabilité importante de la pression au niveau des voies aériennes supérieures, ce qui va gêner la tolérance et donc l'observance. Alors, si on a des fuites buccales, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant d'aller changer par un masque nasobuccal, peut-être il y a une rhinite sous-jacente. Un traitement médical local pourrait résoudre le problème. Sinon, on va donner un humidificateur chauffant, l'idéal associé à un circuit chauffant, une mentonnière, peut être une solution également. La rééducation orofaciale, et je m'arrête ici, c'est vrai en Tunisie, c'est pas encore développé, mais on doit y travailler, peut-être la Société de médecine sommeil, la SMRA, on doit travailler sur le développement de la rééducation orofaciale dans notre pays, parce que ça va renforcer les muscles orofaciales et ça va permettre de reprendre une respiration nasale chez les patients apnéiques. Si rien ne marche, là, on sera amené à changer par un masque nasal, en sachant que lorsqu'on va donner un masque nasobuccal, les fuites vont augmenter. Et ce qui dit augmentation des fuites dit diminution de l'observance. Deux, le masque nasobuccal va augmenter les résistances au niveau des voies aériennes supérieures, ce qui fait que, regardez la courbe en haut, lorsqu'on a switché par un masque nasobuccal, il y a eu une réapparition des événements respiratoires et donc on sera amené à augmenter la PPC efficace. Donc le message ici, si on est obligé de switcher un masque nasal par un masque nasobuccal, pensez à refaire la titration pour vérifier la nécessité d'augmenter la pression efficace. Deuxième élément du suivi, l'observance. Une bonne observance est définie par une utilisation au moins de 4 heures par nuit et 70% de la période. Regardez en bas l'utilisation moyenne quotidienne, c'est-à-dire l'utilisation sur toute la période, et l'utilisation médiane, c'est-à-dire les jours où il a utilisé vraiment la CPAP. Il doit y avoir une concordance entre ces deux valeurs. Mais attention, c'est un cut-off qu'il faut interpréter en fonction du profil d'Herma. Si un patient nécessite 9 heures de sommeil, est-ce que 4 heures serait aussi efficace? Je pense que chez ces malades-là, il faut peut-être proposer d'utiliser plus que ça durant la nuit. Alors, la cause de non-observance peut être non liée à un problème de tolérance et on ne sera pas amené à changer le réglage de l'appareil.
Par exemple, ce patient-là qu'on a suivi dans le service, l'observance médiane était de 2 heures, l'observance moyenne était de 1 heure et l'utilisation pendant plus de 4 heures n'était que de 6%. Eh ben, en interrogeant ce patient, il avait un adénome de la prostate qui n'était pas traité. Il fallait tout simplement l'adresser en urologue et en prenant un traitement médical, le malade est devenu observant pour sa CIPA. Cette patiente, par exemple, elle avait une observance moyenne de 4h35 et une observance médiane de 6h09, avec une utilisation plus de 4 heures de 66%. Regardez les courbes détaillées. Il y avait des jours où cette malade n'a pas utilisé sa CIPA. Des jours où elle a utilisé, mais de façon soit très courte, soit de façon fragmentée. Il y a des jours où il a utilisé parfaitement plus que 5 heures par nuit. Et bien, cette malade avait une maman qui a une maladie d'Alzheimer et qu'elle devrait donc la garder quelques jours par semaine en collaboration avec les restes de membres de famille. Et donc, ce n'était pas un problème de tolérance de la CIPAP, c'est tout simplement un problème familial sous-jacent. Donc, on n'a pas changé les paramètres de l'appareil. On a juste essayé d'éduquer la patiente pour essayer, même pendant les gardes, d'utiliser sa CIPAP au moins pendant 4 heures de suite. 3 éléments de suivi, c'est les suivis de l'efficacité. Alors, c'est avant tout, on cherche l'efficacité clinique. Et là, on a besoin du patient et du conjoint pour vérifier cette évaluation clinique. Et l'objectif primordial en termes d'évaluation clinique, c'est surtout faire disparaître la somnolence résiduelle. Si on est face à un patient apnéique qui est sous CIPAP, qui a une somnolence résiduelle, avant tout, regardez l'observance, regardez s'il y a des fuites, regardez s'il y a un index d'apnée-hypopnée résiduelle, s'il y a un médicament pris récemment et qui peut avoir un effet somnolent, s'il y a un problème d'hygiène de sommeil, s'il développe une dépression, ou peut-être il y a un trouble du sommeil associé, un autre trouble du sommeil associé, et là, on va réaliser une polygraphie ou bien une polysomnie sous PPC. Et si l'enquête est négative, là, on peut proposer un traitement éveillant, bien que malheureusement, ce n'est pas encore disponible en Tunisie. L'efficacité également portera sur l'évaluation de l'impact sur les comorbidités, en particulier cardiovasculaires et métaboliques. Et tout à l'heure, vous avez vu avec Dr Gharbi ce problème donc de l'association SAS et problèmes cardiovasculaires, mais également l'efficacité sur la fonction cognitive. Et là, c'est vraiment, j'insisterai sur l'évaluation de cette efficacité sur la fonction cognitive pour les sujets âgés, dont la fréquence est importante. Il ne faut pas oublier le SASH, c'est très fréquent dans la population gériatrique et surtout, c'est une efficacité qui est dose dépendante. Donc vraiment, il faut insister sur l'utilisation régulière et de durée au minimum de 4 heures chez les sujets par nuit. Également, l'efficacité portera sur l'index d'apnée-hypopnée. Notre objectif, c'est avoir un index d'apnée-hypopnée résiduel inférieur à 10 par heure. Toutefois, le niveau en fait de validation des logiciels reste faible. Et puis, ça dépend des appareils. Il y a risque de surestimer l'index. Certains appareils peuvent surestimer l'index d'apnée-hypopnée résiduelle. C'est pour cela qu'il faut toujours l'interpréter avec la plainte clinique du patient. Et certainement, on ne va pas faire des polygraphies, des polysomnos de façon systématique. Donc, si j'ai sur le rapport un index d'apnée-hypopnée résiduelle qui reste supérieur à 10, avant tout, je dois éliminer des fuites. Donc, je vérifie sur mon rapport, sur les courbes détaillées, s'il y a des fuites que je dois corriger et normalement, l'index va se corriger. Après, je dois regarder l'apparition de ces événements respiratoires, la persistance de ces événements par rapport au début de la nuit. S'ils sont uniquement au début de la nuit ou ils apparaissent dès le début de la nuit, ça veut dire c'est très probablement un problème de rampe trop prolongée et là il faut soit activer la rampe, soit raccourcir un peu la rampe. Sinon, s'ils apparaissent au cours de la nuit, là on peut agir sur le niveau de confort et là on va augmenter un peu le PR du patient. Soit parce qu'on a changé par un masque nasobuccal et là, on a oublié d'augmenter la PPC efficace, soit parce qu'au cours de route, malheureusement, le malade
à gagner du poids, et là aussi, on doit augmenter la PPC efficace, ou bien elle a consommé beaucoup d'alcool durant cette période-là, ou parce qu'il y a un phénomène qui est apparu, qui est le SAS émergent. Et d'ailleurs, chez un malade apnéique sous CPAP, lorsqu'il y a toujours une somnolence, lorsqu'il y a toujours une fragmentation du sommeil, ou lorsque l'index d'apnée-hypopnée résiduelle reste élevé, il faut craindre le SAS émergent, que ce soit au début de l'appareillage ou même au cours du suivi de patients. Et lorsqu'on va regarder le rapport d'observance, il faut toujours regarder lorsqu'il y a un index élevé, le pourcentage de l'index central et l'index obstructif. Sur cette courbe-là, l'index central, il est de 10 par heure, alors que l'index obstructif, il n'est que de 2 par heure uniquement. Là, il faut craindre un SAS central qu'on doit aller confirmé à ce moment-là par une polygraphie ou bien une polysomno sous PPC. Et d'ailleurs, c'est une des indications de la réalisation de la polygraphie, de la polysomno sous PPC chez les patients apnéiques. La deuxième indication de la polygraphie d'enregistrer les malades sous PPC, c'est les malades qui ne rapportent pas d'amélioration clinique ou qui restent mal tolérants à leur PPC malgré un suivi rapproché et malgré avoir corrigé tous les effets secondaires. Est-ce que le télésuivi pourrait améliorer le suivi de ces patients? Certes, ça va permettre un suivi quotidien grâce aux données envoyées par télésuivi. Ça va permettre de suivre les malades en temps réel, d'avoir un accès facile aux données patients et surtout d'agir rapidement et de faire façon personnalisée. Mais est-ce que ça améliore l'absorbance? Ça reste quand même un sujet controversé et même son impact pour optimiser le suivi reste un sujet de controverse à cause de tous les défis casse le télésuivi en termes de difficultés techniques, en termes de difficultés d'ordre culturel également, des barrières économiques, ça coûte de l'argent pour faire le télésuivi, le problème il n'y a pas de standardisation des méthodes de calcul dans des logiciels utilisés pour le télésuivi, un problème également d'ordre éthique, la conservation des données personnelles du patient, tout ça font que l'efficacité du télésuivi reste quand même un sujet encore controversé. Donc la pression positive continue, c'est vrai, c'est le traitement le plus efficace du SOS, mais son effet, il est dose dépendant. Le suivi régulier des malades sous PPC est un facteur décisif de succès de cette ventilation et de son acceptation à long terme. C'est pour cela qu'il faut vraiment maîtriser et optimiser ce suivi avec un bon accompagnement, une bonne éducation et surtout une prise en charge adaptée et personnalisée selon le phénotype sous-jacent. Un suivi qui porte sur la tolérance, sur l'observance, sur l'efficacité en se basant sur la clinique, sur le rapport d'observance et sur un suivi médical continu parce que d'autres pathologies peuvent apparaître au cours du suivi et qui vont nécessiter de changer les paramètres de réglage. La télésurveillance, rapport coût-efficacité reste un sujet controversé. Je pense que, et mon ami Zoraï Suisse, il pourrait être d'accord avec moi, l'intelligence artificielle pourrait peut-être améliorer l'efficacité de la télésurveillance. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Sonia pour ces données qui nous aident beaucoup dans la pratique de tous les jours et la parole est à la salle pour les questions. Merci professeur Mal, d'habitude très intéressant. Juste une petite question en matière, remarque en matière de consultation d'ORL. Il me semble que c'est vrai que c'est difficile chez nous automatiquement qu'on fasse une consultation ORL avant d'utiliser une CPAP. Mais il me semble que c'est hyper intéressant, même en tant que pneumologue, que notre examen est bon. Je pense que ce serait très bien d'adresser, avant de mettre ce CPAP, à un ORL versé dans les troubles respiratoires du sommeil pour avoir son avis sur l'examen clinique de l'utilisation de la PPC.
Merci beaucoup pour cette remarque parce que moi je suis pour et j'essaie de le faire le plus systématiquement possible, dans la mesure du possible, de adresser mes malades à un ORL avant donc de mettre en place une CIPAP. Mais je pense que c'est vrai, c'est pas possible pour tout le monde. Et donc il faut vraiment faire un bon interrogatoire et au moindre suspicion d'un problème ORL, là c'est déjà avant la mise en place. Moi je pars du suivi ici, mais déjà avant la mise en place, au moindre suspicion d'un problème ORL, aller adresser notre malade à un médecin ORL, brancher, semer, comme tu as très bien dit. Après, au cours du suivi, lorsque j'ai mis la plaque sur la sécheresse buccale, j'ai insisté que, en essayant l'humidificateur, etc., il ne faut pas hésiter à l'adresser à un ORL s'il y a suspicion d'un problème ORL associé, bien sûr. Je voulais juste savoir la place de la prothèse de l'avancée mandibulaire dans les stades légers ou modérés. Oui. Et l'autre question, parce qu'actuellement il y a beaucoup d'essais qui sont faits pour le neurostimulateur à Lyon. Et la troisième question, quelle est la place du pitolisant ou aux awad si intolérance? Je commence par la dernière question, c'était quoi? C'est le médicament pitolisant, il s'appelle Ozawad aussi, que j'utilise aussi. Ah, pitolisant. Voilà, si intolérance ou refus du patient. Alors, voilà, c'est ça mes questions. Merci. Pour l'orthèse d'avancée mandibulaire, dans le SAS léger à modéré, je suis parfaitement d'accord. Et pourquoi? Et actuellement, même dans le SAS sévère, pour les malades qui tolèrent mal la PPC, on peut leur proposer, bien sûr, une orthèse d'avancée mandibulaire, en sachant que, bien que l'efficacité elle est inférieure à celle de la PPC, mais la tolérance et l'observance, elles sont meilleures que la PPC. Donc, on peut la proposer. Et des fois, on peut prescrire pour le malade les deux en alternance, les orthèses et la PPC. La deuxième question, c'est l'orthèse, tu as dit la deuxième? Il y a une deuxième question à part le pitolisant. Il y a le traitement sur le pitolisant. Et voilà, la rééducation, tu as dit? Orofaciale, c'est ça? Pitolisant sur Ozawa, le médicament. Tu parles du traitement stimulant de la vigilance, c'est ça? Ouais. Ah, voilà. Bon, il n'existe pas chez nous en Tunisie, mais bien sûr, la stimulation du nerf 12, donc c'est une option thérapeutique actuellement. Je sais qu'en France, elle est disponible et elle est prescrite. Chez nous, pas encore en Tunisie. Ça reste une option thérapeutique, bien sûr, qu'on peut proposer aux patients apnéiques dans les pays où c'est disponible. Oui. Oui, Dr Ferdows. Merci, Dr Maalish, pour la présentation. Juste, je veux revenir pour l'examen ORL. Là, on partage dans notre hôpital, parce que je travaille dans un hôpital polyvalent, on partage beaucoup de patients ensemble qui en prend en charge pour le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et au cours du suivi de l'observance, il y a pas mal de patients qu'on adresse systématiquement pour un examen ORL. Et il y a des anomalies ORL très fréquentes. Et la première anomalie, c'est les déviations de cloison nasale. Donc, je trouve que l'examen ORL, il doit être systématique chez ces patients parce que on est arrivé à opérer certains patients et ça a vraiment amélioré l'observance. Alors, si vous regardez les recommandations de la STMR en 2014, on a mis que l'examen ORL doit être du systématique. Maintenant, c'est du systématique, pourquoi? Et tout à l'heure, j'ai discuté avec Dr Shalfi. Il n'y a pas que le traitement de la PPC à proposer à un malade apnéique sévère. Tous les autres moyens vont permettre soit d'améliorer la tolérance de la PPC, soit de diminuer l'importance de la PPC efficace. Parce que s'il y a une cause locale qu'on peut traiter par un traitement médical ou chirurgical sur le plan ORL, ça va diminuer les résistances au niveau des voyelles supérieures et ça va nécessiter une pression moindre et donc une meilleure tolérance, une meilleure efficacité. Donc, je suis parfaitement d'accord. Moi, je le fais je dis bien quasi systématiquement, parce que des fois, les malades, faute de moyens, faute d'éloignement, etc., donc, on n'arrive pas à le faire. Mais si vraiment, au moindre doute d'un problème ORL, là, j'insiste auprès de mes malades de faire la consultation ORL, pas question. Merci. Sonia, pour cette excellente conférence. Donc, on finit cette séance matinale et on vous invite pour la pause café.